الحبابات مثلا اسمها الزفلاون مرحبا سيسون زرارة المغاربية مرحبا سيسون نار تدوت بوسا يا الحد مكسرامت مثلا تساوي غند تيديانين ناتي مسالين الدور تي قاعدين سماني قاعدين نهضروا تفتطس مسالين السد نوالو كيستا لو كراين نقول الحرماشة téléspectateurs bienvenue à notre cette nouvelle émission. Chaque dimanche on reviendra au sujet très important dont on a abordé la semaine passée. On reviendra avec quelques invités. Ils vont nous donner leur analyse, leur avis sur ces sujets, plusieurs sujets. On avait parlé de l'intervention de M. Chengriha. Cette semaine, il a appelé à l'unité, il a appelé à renforcer le front interne au moment où il y a plein de fuites sur les réseaux sociaux, sur des limogeages, sur la désignation, sur le transfert, l'arrestation de beaucoup de généraux. Ces fuites qui font beaucoup parler, beaucoup de monde en parle, ils ne savent pas comment. Quelques Algériens à l'étranger réussissent à avoir des informations top secrètes, des informations qui concernent directement l'institution militaire. Donc on reviendra à cet important sujet, puis on passera à la justice. La justice en général en Algérie, les droits de l'homme. On a deux cas, Narza, qui a été jugé, condamné à 4 ans de prison. Son fils qui a protesté, elle intervient, c'est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette situation. On a parlé aussi de Salsal, tout le monde attendait peut-être à une grâce présidentielle, finalement rien de ça. Donc il y a une réaction de la classe politique française, on va y revenir. Et on terminera par la jeunesse, la place de la jeunesse en Algérie. Tebboune, on en a parlé cette semaine, il a mis l'accent sur l'importance de la jeunesse dans le développement du pays, au moment où beaucoup de critiques, les Algériens pensent que la jeunesse n'a pas sa place en Algérie. Malheureusement, dans cette nouvelle Algérie, beaucoup pensent qu'à s'enfuir. Si tu ne peux pas t'enfuir par un visa, par des chemins légaux, eh ben, il y aura peut-être le haraga. Ça, c'est la situation de beaucoup de jeunes Algériens. Donc, maintenant, تدوك اللي قليل زاريا باش نقبل عداو من برا دعنا نهضر في تمثال تاكين لا جوستيس نغزا صلصال نهضر في سلسة اسمالاكي بيان سور دعنا نهضر في المزيان امكانين المزيان ديال السياسي انت مورثنا تاكي تمثالين بوساكيس الفرحه مقارنه ديالو كي ديما جمال قسوم est avec nous avec plaisir chercheur en sciences sociales à partir de Paris. Monsieur Jamal Gussoum, marhaba bik. Salam alaikum, merci pour l'invitation, le bonjour à vos invités. Je viens de remarquer M. Hamzian, on va voir qui est l'autre et j'espère qu'aujourd'hui on va parler très franchement, très directement et en tout respect bien entendu. Comme d'habitude, j'espère, on a toujours été comme ça. Inch'Allah, on va continuer dans cet esprit de fraternité, de bien sûr, chacun sera libre d'exprimer son point de vue. Monsieur Hamid Lello, avec grand plaisir, est avec nous, directeur de Run for Democracy en Algérie, à partir de Washington, les États-Unis. Monsieur Hamid Lello, marhaba bik, salam alaikum. Monsieur Hamid Lello? Ah, on ne vous entend pas. Peut-être c'est pas s'il est sur mute. Ah, là, on vous entend. Là, on vous entend très bien. J'avais mis le mic off. Oui, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Et puis, bienvenue à Sidi Jamal et à tous les téléspectateurs. Très bien. Plaisir partagé. Merci, M. Hamid Lello, d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, l'équipe de Al-Magharibiya, M. Nassar Djoudi, journaliste المغربي. مرحبا بك سي ناصر الزلف لك. الزلف لك سليم مرحبا بك. aussi à nos invités Jamal Gussoum, Hamid Lello que je salue et aussi notre ami Mohamed Hamzian Rahmoun. Merci à vous. تنميتك يا حميد يعطيك الصحة سميها نصر جودي مرحبا سيسكاك مع عزيز تنمية مقرات بيان سور تنو كنا دا ريبريزونتون دو ريبوست انترناسيونال داكي دي لندن موحد مزيان رحمون زوف لك يا سي رحمون مرحبا سيسكاك الزولك ما سليم الزول إماس حميد للو إماس قسوم اي بيان سور إماس نصر الزولي اللي قاعد تتابعن تنميرتها في نار وذنون طبيعي تنميرتك دونك دابيتود كوم دابيتود صروميت قبايليت ليسونسيال ان شاء الله الميساج هذا يعدي دونك تمثل تم زواروت ماشي نكريحه الى ديكلاسيون نسمعنا ياك قيمتو كده
Très bien. Hamid Lelou, s'il vous plaît, on peut commencer avec vous. D'abord, on va essayer d'écouter M. le général Chengreha sur ce qu'il a appelé le front interne et l'unité pour faire face aux défis externes. On va écouter M. Chengreha et je reviens à vous. فنعمة الحرية والاستقلال التي تحققت بفضل تضحيات الأجداد والآباء هي أمانة في عنق الأجيال الصاعدة، والمحافظة على هذه الوديعة الغالية تستدعي التحلي بالإرادة العالية والعزيمة القوية من أجل تجسيد نهضة الجزائر المنشودة مع كل ما يتطلبه ذلك من الوعي باهتمام تعزيز الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة كافة التهديدات المحتملة بالفعالية اللازمة والنجاعة المطلوبة. Monsieur Hamid Lelou, encore une fois, Monsieur Chengreha, il rappelle un front interne à des défis qui menacent l'Algérie. Au moins, il faut dire que le pouvoir algérien, il tient sur ce discours et il ne change pas, apparemment, depuis des années. Pour lui, il y a des menaces internes, plutôt externes, et la meilleure façon de faire face, c'est créer un front interne. Depuis des années qu'on écoute ça, mais est-ce que vous pensez que créer ce front interne est si difficile que ça? Et comment vous en pensez? Comment créer ce front interne? Normalement, on n'a pas besoin de le créer. Il devrait exister avec l'État, il devrait exister avec le pays. Ce front interne, il a commencé depuis la guerre d'indépendance, où il y avait la synergie et le travail ensemble et en commun entre ceux qui avaient pris les armes et ceux qui ont soutenu la résistance logistiquement, financièrement, et bien sûr le peuple aussi qui avait soutenu, bon gré, mal gré pour certains. Donc un État, s'il y a un État qui demande à la population à toujours demander et insister que la population s'aligne avec la direction du pays, la direction responsable, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça devrait être naturel. Vous n'entendrez jamais un chef des armées dans un pays qui se respecte, qui appelle les civils à joindre l'effort national pour défendre le pays. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a pas de sens. Et puis... Par contre, si on écoute, de toute façon, ce n'est pas que Chengreha qui a déclaré dans ce sens, il faut avoir cette unité, ce front interne. Même, on va écouter aussi Monsieur le ministre Boudjema Mustafa, le ministre de la Justice, sur ce qu'il a appelé les lois pour renforcer ce front interne. Il faut créer, pour lui, on a créé des lois pour créer ce fameux front interne. On écoute, je reviens à vous, Monsieur Loul. ضمن المجهودات الحثيثة المبذولة من طرف مؤسسات الدولة بما يتوافق مع تطلعات الأمة الجزائرية تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية من أجل توفير واكتساب عوامل القوة والمناعة والصلابة الاستراتيجية. ومن جهة أخرى يرسخ عمليا الرابطة المقدسة جيش أمة ويقويها أكثر فأكثر ويرفع من الصلابة المجتمعية ويقوي الجبهة الداخلية ضد مختلف محاولات صناعة عدم الاستقرار بالتضليل والتخريب والمعامرات الدنيئة والمناورات الواهية. Monsieur Lelou, encore une fois, le front interne, on va écouter aussi Tebboune tout à l'heure sur ce qu'il a appelé les ennemis de l'extérieur. Mais monsieur Lelou, pourquoi il y a ce doute des Algériens? Il y a quand même cette méfiance de la part des Algériens par rapport à ces discours. C'est dommage, c'est un constat. Ça, on le sait tous. Vous faites partie des Algériens, j'en fais partie. Encore une fois, les lois toutes seules n'arrangent pas les choses. Vous ne pouvez pas.
Vous savez, les gens, ils parlent de la carotte et du bâton. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut qu'il y ait cette synergie entre le peuple et les gouvernants. S'il n'y a pas cette confiance, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Et vous ne pouvez pas forcer tout un peuple, 45 millions, à vous suivre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a pour ce peuple? Qu'est-ce qu'il a? Le peuple, malheureusement, on voit la situation, c'est le chômage, c'est Harraga, c'est les gens qui sont jetés en prison pour un oui, pour un non. Et malheureusement, ceux qui ont été responsables de la situation, on ne peut pas prendre les mêmes personnes et régler le problème. C'est la source du problème. Vous savez, il y a les problèmes, il y a les séquelles et il y a les racines. On n'a jamais touché aux racines. Le jour où on déracine ce problème, le problème il sera réglé. Monsieur Gessoum, je reviens à vous. Est-ce que vous comprenez cette méfiance? Est-ce que, parce que le responsable n'aura aucune occasion pour insister encore une fois sur ce front interne, au moment où, comme M. Lelou le disait, le front interne, au moins, se crée naturellement entre le peuple et son État et son gouvernement. On n'a pas besoin de créer des lois ou d'insister sur ce front interne, soit parce qu'on ne réussit pas à le créer, c'est pour ça qu'on le répète à chaque fois, à chaque occasion, pendant des années, mais il n'y a pas de ce front interne. Donc il y a des raisons pour ça, ou comme diraient d'autres, c'est pas sincère, juste c'est un discours creux, populiste. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Gessoum? J'aimerais dire deux choses par rapport à cela. C'est Hamid Lelou dit que, et ce sont les mots qu'il utilise, le fait de rappeler cette nécessité d'avoir un front intérieur, même si je reviendrai sur le discours de Saad Chingleh, en disant que ça n'avait pas de sens. J'aimerais simplement lui dire que tous les pays du monde, sans aucune exception, rappellent cette nécessité à chaque occasion importante. Ça va être le cas demain, le 14 juillet pour la France, ça a été le cas le 5 juillet en Algérie. Donc, ce rappel constant, il est absolument nécessaire. Ensuite, la chose la plus importante que j'aimerais dire, c'est que la question du front intérieur, elle se pose de deux manières différentes. Elle se pose et elle s'oppose de deux manières différentes. Il y a la question de ce qui est fait par l'État algérien lorsque Chingleh appelle au front intérieur. Tout d'abord, il faudrait que l'État mène des politiques publiques qui le fassent de manière, là pour le coup, naturelle, comme le disait Hamid. Ensuite, et c'est là où je pense que beaucoup de vos invités, en général, font la terrible erreur, c'est que malgré toutes les difficultés que rencontre le peuple algérien, vous avez parlé des Harraga, il y a aussi d'autres catégories de la population, c'est que si l'Algérie était en danger, et elle l'est réellement aujourd'hui, je peux vous assurer que 99% des Algériens se battraient pour l'Algérie. Pour cela, je n'ai absolument aucun doute. Simplement, il y a une dichotomie, il y a un écart substantiel entre le discours politique en Algérie. L'appel du front intérieur est un discours politique de Saad Chingleh, le président Tebboune le dit aussi, mais il ne faut pas s'en tenir juste à des symboles et à des paroles. Moi je dis au président de la République et à Saad Chingleh, les paroles et les symboles sont bien quand ils sont accompagnés d'actes concrets. L'Algérie, sur ce terrain, fait beaucoup dans la symbolique, mais en tout cas, elle peut compter sur tous les enfants d'Algérie pour défendre l'Algérie si elle était attaquée. Mais je dis à l'État algérien, et en l'occurrence au président Tebboune, le symbole n'est utile que si l'action l'accompagne. C'est quoi comme action, M. Gessoum? Qu'est-ce que le pouvoir doit faire sur le terrain pratiquement pour créer ce front? Premièrement, arrêter les emprisonnements arbitraires. Et il y en a beaucoup. Secondement, ne serait-ce que le diagnostic des Harraga qui se déroule depuis une trentaine d'années, sur lequel aucun projet, je dis bien aucun projet de n'importe quel gouvernement algérien n'a été mené pour répondre à cela. La question sociale et la question de la jeunesse, puisque ça fait partie aussi du, je crois, un de vos titres, la question de la jeunesse, elle est primordiale. Je m'étonne que depuis pratiquement 30 ans,
je n'ai jamais entendu n'importe quel gouvernement prendre acte qu'il y a des milliers de Harraga qui partent chaque année au risque et au péril de leur vie et que rien n'a été proposé par l'État pour répondre à cette question sociale. C'est un fait. Par conséquent, vous me posez la question, mais comment accompagner par des actes l'appel au symbole? C'est de mener des actions concrètes sur les différentes problématiques que l'on peut rencontrer. Les Harraga en font partie. C'est un point important. La question de la jeunesse, puisque c'est mon métier, hein, la question de la jeunesse et de l'accompagnement social et professionnel des jeunes est absolument inexistante en Algérie. Donc, si l'État ne fait que parler de symboles à des moments importants, même si c'est le 5 juillet, eh bien, ça ne suffit pas. En tout cas, j'attire l'attention de l'État algérien sur les arrestations les arrestations arbitraires. C'est exactement le discours de l'opposition, M. Gessoum. Donc, vous joignez le discours de l'opposition qui insiste comme quoi il y a des arrestations arbitraires, que ce que le pouvoir nie, tout bon a plusieurs fois nié. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est-à-dire que vous savez ce que moi j'appelle c'est un mot français qui n'existe pas, je vais l'inventer aujourd'hui, ce que j'appelle les binaristes. Les binaristes, ce sont des gens qui sont binaires, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une extrême où ils disent que tout est mauvais ou alors les autres disent tout est bon. Moi, je ne suis pas un binariste, c'est-à-dire que sur des sujets précis, je vais prendre des positions, je dirais, les plus précises possibles sur cette question. Voici ma position. Sur d'autres questions, donc je ne suis pas un binariste, comme je ne veux insulter personne. Mais comme beaucoup de vos invités sont binaristes, on ne les a jamais entendus parler de « Ah, l'Algérie, l'État algérien a fait une chose de bien, même par erreur ». Et donc, voilà, je ne suis pas un binariste, c'est pour ça que je peux les rejoindre sur cet aspect-là. Très bien. Monsieur Sinas Adjoudi, d'abord, Vassel Boun, pour créer le front internet باش تخلق ذاك النارجين داخل تمور تادوك لي قالين زارين لاق بيان سور سودا عداو. Et bien sûr, il a plusieurs fois insisté comme quand l'Algérie elle est ciblée par des ennemis soit internes soit externes. C'est les Mesteboun. الجزائر مستهدفة من كل الجوانب لأنها دولة ما تحبش الانبطاح والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح والمواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع ما بين الأمم. هذا الشيء ما يساعدهمش. C'est ça, monsieur Sinas Adjoudi, un discours pareil, c'est pas la première fois qu'on l'entend. On a déjà eu des vidéos, le discours pareil depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, pendant Chadli, Zeroual, Bouteflika, tous les responsables, ils ont toujours eu le même discours et ça ne change pas. C'est quoi le problème, Sinas? C'est vrai, Salim. Le discours aguil, le peuple algérien est habitué. يولف أول ما كي أول يعني وكسع نرى المعنى باسكو والدي تغالن طول الطون مساع مجد تبونا دي قارب اللي الانبطاح يعني تمثل الجزائر وتقبل لها الانبطاح، المواطن الجزائري يقبل لها الانبطاح. الشيء أكيد ذا الحاجة يقلهان، ولكن من تولي الواقع تعيشين هكذا ذا الجزائري يعني ذا الواقع يخلفن أولاكي. Et là se pose la question la différence qu'il y a entre le discours officiel et la réalité que vit le peuple algérien. Et le mot qu'il a utilisé, Djemal Gessoum, dans son analyse, la dichotomie, c'est un mot juste. Quand tu appelles à l'unité du peuple algérien pour faire face aux menaces, et le discours Agui, on l'a entendu, ça fait presque 25 ans. On n'arrête pas de répéter le discours de l'unité nationale pour faire face aux menaces. À force de répéter ce discours, les Algériens vont perdre confiance. Ils vont se dire, les menaces on ne trouvera personne pour faire face aux menaces. Pourquoi? Parce qu'il y a une dichotomie qui dit Djemal Gessoum, une dichotomie, on l'a vu par exemple, de l'élection présidentielle de 2024, le septembre dernier.
Le peuple algérien, il n'avait pas cru. L'Algérie est en train d'aller dans le bon sens. Il n'a pas cru de cette nouvelle Algérie. Depuis 2019, on est en train de nous raconter comme quoi les mécanismes de fonctionnement de la gestion d'un État, ça a changé. L'Issabat Rouh, alhamdoulilah, Jazaa'il Jadida, et tout ça, l'Algérien a vu le contraire de tout ça. La preuve, maintenant, la situation elle est difficile, non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure. Parce que le monde est en train de changer avec une vitesse extraordinaire. Il y a une agressivité dans ce changement. Il n'est pas un changement pacifique. Mais aussi ce qui se passe dans le pays, c'est qu'on n'a jamais نبوض على الحالة مفاقين يعني ذي الحالة تمورثنا دي la gestion des affaires de l'État. Est-ce que vous pensez comme qu'il y a cette conscience maintenant qui sont en train de s'exprimer, même de ceux qui sont en général proches du pouvoir? On a entendu dernièrement beaucoup de communiqués, beaucoup de discours qui vont dans ce sens, comme quoi la situation elle est très grave, la situation des droits de l'homme elle est catastrophique. On a entendu Djelali Sofiane, Rahabil, Louis Ahnoun, même M. Gsoum, il critique la situation humanitaire avec des arrestations arbitraires. Est-ce que cette conscience de cette tranche de la société, en plus celle en général des Algériens qui ont déjà soutenu cette situation, cette analyse, est-ce que vous pensez que ça va aider peut-être ce pouvoir à voir la vérité, peut-être à changer dans le sens que la population a demandé depuis 2019? Non, je ne pense pas, parce que le pouvoir, pour lui, l'Algérie est en train d'avancer à Salim. Pour lui, l'Algérie est devenue une force. Dans tous ses discours, il dit que l'Algérie est une force militaire, que l'Algérie est une force économique. La preuve, il a dit que nous sommes la troisième économie de l'Afrique. Alors que sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. On n'est pas en train de voir. La preuve, la dernière semaine, on a arrêté toutes les importations, surtout pour les gens qui importent peut-être pour leurs industries et tout ça. Ils ont arrêté les importations. Pourquoi? Parce que les réserves de change ont baissé, sont arrivées à 39 milliards de dollars. Panique à bord. Il y a une panique à bord en termes de gestion, il y a une panique à bord en termes de vision, il y a une panique à bord en termes de cette colère qui est en train de monter dans la société algérienne quand eux, ils disent il faut l'unité nationale, il faut le comprendre, il y a une panique. C'est une forme de faiblesse de dire qu'il faut l'unité populaire du pays ou du peuple algérien pour faire face aux menaces. Quand il a expliqué notre ami Hamid Lellou, il a dit les pays qui se respectent, ils ne parlent pas d'unité nationale. Ils ont une vision, une politique de gestion. Il y a une opposition qui est là, elle joue son rôle, elle critique la façon de gérer le pays. Et malheureusement, ça n'existe pas en Algérie, surtout dans cette nouvelle Algérie. Quand on nous dit que l'Algérie a changé, oui, elle a changé. Mais elle a changé dans le sens contraire, dans le pire. Jamais on a vu une situation d'inquiétude du peuple algérien comme la situation que nous vivons maintenant à Salim. Quand on voit des journalistes, le nombre de journalistes qui ont été emprisonnés, le nombre de militants politiques qui ont été emprisonnés, la question se pose, pourquoi? Pourquoi on a peur des journalistes? Pourquoi on a peur des avocats? Pourquoi on a peur des militants des droits de l'homme? Pourquoi on a peur des militants politiques? C'est des Algériens. Ils ont le droit de donner leur avis sur la gestion du pays. C'est très clair ça. كم ممكن نعنيك هذا غلط بس واحد مزيان سازيت مثلا bon chacun la visionnisme صح مسفهم comme la situation moins des droits de l'homme elle est grave, elle est dangereuse, surtout à côté avec les appels à guide d'un front intérieur et l'unité nationale. Et on aimerait bien écouter aussi M. Boudjma, Mustafa, les mises intérieures et la justice au sujet de cette fameuse mobilisation, la loi de mobilisation, mobilisation générale. Et on en a parlé, ça fait pas longtemps, et on va aller l'écouter encore une fois, je reviens à vous.
الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لا سيما من خلال الاستجابة الفورية لأمر إعادة الاستدعاء والخضوع للتسخير والتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة، والامتناع عن نشر وتداول جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير سلبا على تنفيذها. C'est dans Mohamed Ouagin Ralafagan la justice. Tu sens comme quoi il y a cette ce qui fut en avant, mais le Mohim, on vit dans un moment dangereux, Tamour est menacé, même si maintenant, ça c'est pas la première fois, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'ils font le même discours. Oui, les appels à guerre, justement, le général Chingriha. ماشي لابري نعمر ثاني ماشي المدل 5 juillet c'est pas occasionnel ماشي لما c'est pas pour une seule occasion c'est pas une date symbolique à chaque fois mais pas que lui les ministères le président tous les responsables à chaque fois qu'ils ont l'occasion ils le font pas spécialement pour le 1er novembre ni le 5 juillet et le climat de la peur الناس يعاون يوكلني هكذود الجزائريه c'est pour que le peuple algérien se tourne pour le pouvoir. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. ما يقول le persécuteur c'est يغالي يحمل خاطر هكذا الجزائريين هذه تيماجيني السيناريو السودانيز ما ديماجيني السيناريو السيريان السيناريو ليبيان دونك ما تبغى نسكش من زريعه يقين الخوف قدود الجزائريه et de telle façon que même خاطر زران باللي الشعب الجزائري يبغى راه la preuve en est c'est qu'en 2019 le président algérien, il a été placé par l'armée, notamment par Gaïd Salah. En 2024, il y a eu un fiasco électoral. Donc pourquoi on connaît l'opposition, on parle le pouvoir algérien et on dissocie le pouvoir algérien de l'État. On fait une grande différence, deux concepts différents. C'est que le pouvoir a squatté l'État. Il est illégitime, mais il peut être légal. C'est-à-dire dans le contexte algérien, la première mandature de Tebboune, il était légal selon la loi, mais il n'était pas légitime puisque le peuple le peuple ne voulait pas de lui. Et le deuxième mandat guinéen, donc après le fiasco électoral, déjà il y a un fiasco. Donc déjà le vote en lui-même doit être remis en cause. Donc il y a une illégalité plus une non-légitimité. C'est-à-dire c'est pas le choix du peuple réellement. Et donc quand on prend les instruments de l'État, l'État devient un outil, au moins de quelques-uns. La preuve en est, c'est que ce n'est pas un état de droit. Il y a une injustice complète. Deuxièmement, encore, jusqu'à maintenant, on est en train de voir que le véritable danger, c'est à l'intérieur même du régime algérien, par des luttes claniques. On voit des généraux, des centaines de généraux, des centaines d'officiers, pardon, pas uniquement de généraux, tout grade confondu, sont en prison. Des personnes pour des luttes de clans dernières se retrouvent en prison, etc. Plus dans la situation des droits de l'homme. Donc le danger finalement, il est en Algérie, c'est pas à l'extérieur. Malgré que la situation effectivement mondiale change, il y a une conjoncture, surtout dans la ceinture sahélienne, c'est une réalité, c'est clair et net. Mais la véritable faiblesse est à l'intérieur même du régime. C'est pas parce que si on avait un régime fort, donc effectivement, qui reflète la volonté populaire, donc il deviendrait légitime, c'est tout à fait normal de ne pas être inquiété parce que le peuple serait effectivement toujours à soutenir. Et c'est pour ça que même sur le plan des relations extérieures, on peut être un petit pays, mais quand on est légitime, on peut avoir une position très forte. Et encore, avec le monde changeant, quand on voit des robots maison fabriqués par la société donc dirigée par Elon Musk, et quand on sait que la technologie militaire est toujours en avance par rapport à la technologie civile. Rappelez-vous de l'Internet, quand on l'a utilisé dans le domaine civil, il a été déjà employé par l'armée américaine. Donc d'ici quelques temps, on pourrait avoir des robots pour des missions bien précises. Donc les armées conventionnelles ne vont plus servir à quelque chose. Et comme l'Algérie est un pays qui achète son armement, il est complètement dépendant de l'armement russe surtout. Donc combien ça va coûter aussi cette transformation technologique qui ont vu, on est en train d'assister à un monde, le monde numérique et technologique, il est en train d'aller d'une manière bouleversante, n'est-ce pas? C'est une révolution numérique extraordinaire.
Donc, vers quel monde nous allons? Est-ce qu'avec ces mécanismes, cette façon de voir la gestion, cette façon de voir la gouvernance, les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, c'est ce qui va faire durer l'Algérie. Pourtant, monsieur Mohamed Rahmoun, maintenant on entend des voix qui tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est pas que de l'opposition, même des gens très proches du pouvoir, ils n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Vous avez entendu, M. Gussoum, la situation quand même, l'arbitraire, les actions arbitraires, et c'est ça le discours de beaucoup d'opposants. On a entendu Rahab, on a entendu Gilles Sofiane, c'est des gens quand même qui sont proches du pouvoir, ils ont toujours suivi le plan du pouvoir, mais pourtant, d'après Nassar, ça ne va rien changer. C'est ça le problème. Est-ce que le pouvoir est tellement convaincu ou peut-être il n'a pas de choix? Vous savez, depuis longtemps, prenez tous les exemples, même dans l'histoire, de Ibn Khaldoun, ça fait très longtemps. Et tous les sociologues d'aujourd'hui, quand il y a une injustice, quand il n'y a pas un état de droit, là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Mais l'autre côté, s'il n'écoute pas, s'il n'entend pas, bien sûr, c'est l'une des raisons de la faiblesse des États, c'est quand il n'y a pas de justice. C'est un ingrédient, bien sûr, la corruption, il y a d'autres phénomènes. Mais l'injustice, c'était... Et voilà, c'est c'est pour ça que beaucoup d'Algériens vous parlent de Haraga et de Hogara. C'est pas pour rien. Et je profite de cette occasion parce que la dernière fois, M. Gussoum, qui était très respectueux, et moi aussi que je respecte, je dois quand même lui donner quelques éléments d'information pour un tout petit peu peut-être éclairer ça à long terme. Donc il a cité Marie-Georges Buffet, justement déjà notre organisation, parce que nous avons fait un colloque qui, c'est une journée d'échange et de communication sur la situation politique en Algérie. On l'a faite à l'hémicycle française. Donc avant même cette réunion, c'est pour vous dire que M. Gussoum, il est respectueux quand même. D'ailleurs, je tiens à le dire, mais quand je vois les articles de presse apparus après, donc ils appellent au complot. Et pourtant, j'ai dit que nous n'appelons pas à l'ingérence étrangère. Des communiqués de notre organisation, juste après le colloque, l'ont fait. Des personnalités politiques de la trempe de Majid Benchir, qui est l'un des bras droits de Hussein Ait Ahmed, qui ne pourrait jamais accepter aucune ingérence, était dans l'hémicycle. Mais n'empêche que les voix, qu'est-ce que vous voulez, ceux qui ne veulent pas du bien pour l'Algérie, font en sorte de critiquer. Donc, je tiens juste à dire ce qu'elle dit le 15 octobre, déjà avant la réunion. Alors, monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans la dernière période, les tensions entre l'Algérie et la France se sont accentuées. Le gouvernement algérien a rappelé son ambassadeur et a interdit le survol du territoire algérien aux avions militaires français. En réaction aux propos tenus par le président de la République et à la politique de restriction des visas menée par la France. Nous savons combien les relations entre nos deux pays sont complexes par notre histoire commune et faites de nombreuses tragédies. Alors que quelques mois nous séparent de l'anniversaire des accords d'Évian, je veux ici évoquer la commémoration qui aura lieu dans quelques jours en hommage aux victimes du massacre du 17 octobre. Donc applaudissements des bancs des groupes GDR et FI, donc Mélenchon, etc. L'assassinat perpétré par la police française sur ordre du gouvernement de dizaines d'Algériens qui manifestent dans la rue de Paris pour leur indépendance. Ensuite, mais le poids des drames passés ne doit conduire personne ni d'un côté ni de l'autre à leur instrumentalisation, chose que nous disons nous-mêmes. Derrière les échanges difficiles qui se déroulent entre gouvernements, il y a un peuple, le peuple algérien. Nombre de femmes et d'hommes qui le composent aspirent à la démocratie et à de profonds changements institutionnels. Toute génération confondue, dans sa diversité politique, régionale et linguistique, le peuple algérien a d'ailleurs mené un grand mouvement de révolte pacifique, le Hirak, dont nous avons pris activement, en Algérie en plus. Voilà 2 ans que le mouvement a débuté, il persiste. Ses exigences continuent de s'exprimer. Il nous appartient pas de nous prononcer sur les revendications portées par le Hirak, regardez bien, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les revendications portées par le Hirak ou sur telle ou telle réforme à mener en Algérie. Seul le peuple algérien est maître de son destin, mais nous devons condamner clairement la répression de ce mouvement et exprimer tout aussi clairement notre appui aux forces démocratiques. Je pense que c'est très clair, d'autant plus que j'ai trouvé effectivement un tweet qui infirme ce que vous avez dit, M. Gussoum, complètement. Elle n'appelle pas de ses voeux à renverser l'État algérien, l'État, mais le pouvoir algérien, chose que l'opposition dit.
Et bien évidemment, le verbe renverser dans le contexte où il le dit, il peut parler d'une révolte populaire, d'une pression sociale. Vous connaissez, vous êtes sociologue, la définition selon le contexte varie. Donc ça infirme vos propos totalement, d'autant plus que la dame défend aussi l'immigration. Et elle a fait une journée même avec Sadr Hajros, Tayyib al-Watani, pour justement parler aussi de novembre 54. On ferme la parenthèse à ce sujet de cette politicienne française. Monsieur Lellouch, je reviens à vous en parlant des critiques, parce que Monsieur Gussoum, Nassar, Mohamed Amzian, vous-même, il y a des critiques, il y a beaucoup de politiciens qui critiquent maintenant la situation, qui, d'après eux, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, sauf que dans le pouvoir, et ceux qui sont proches du pouvoir, ils ont un autre discours. Par exemple, j'aimerais bien écouter Eftissane Hamlaoui, celle qui est normalement responsable de la société civile en Algérie. On va l'écouter. Elle va nous expliquer c'est quoi le rôle de la société civile en Algérie. On l'écoute. بلادنا من تهديدات وتحديات وعلى ضوء الرهانات الكبيرة الملقاة على عاتق فعاليات المجتمع المدني من أجل مساندة سياسات ومواقف الدولة الداخلية والخارجية أضحى من الضروري العمل على تنسيق جهود فواعل المجتمع المدني وتكوينهم وتمكينهم عبر رفع من قدراتهم وتعبئتهم للاطلاع بأدوارهم بالكفاءة والفعالية اللازمتين. التاكسيور يشكي والناس تشكي، ما نقدوش احنا صح احنا نهضوا على حريه التعبير. انا تكلمت على يوم الجمعه، إيه؟ قلت الناس راهي معروفه بانه تلتقي يوم الجمعه يوم عطله. طيب خلوا الناس تجي. بس انت يوم عطله سيدي، انا نسكن في العاصمه، ما عنديش الحق ندير لا سياست. عندك الحق. ما عنديش الحق ندير لا سياست. عندك الحق. Monsieur Hamid Lellouch, Madame Hamlaoui nous explique comme que la société civile elle est là pour essayer d'éclaircir la population sur les réalisations de l'État, ce que l'État a fait. Est-ce que c'est ça le rôle de la société civile, Monsieur Lellouch? C'est ça, c'est parler des réalisations du président de la République ou du gouvernement? D'après elle, c'est ça son avis. Mais elle est là pour servir ce régime. Mais c'est difficile, vous savez, vous m'invitez à vos émissions et je le fais avec plaisir. Mais c'est difficile de le faire parce que il y a certaines personnes, elles ne veulent pas comprendre que nous on fait une distinction entre l'État et le régime, comme l'a si bien dit Matt Rahman. L'Algérie, elle est en danger à cause de ce régime de police politique qui est complice de ces attaques contre l'Algérie. Ce n'est pas les Algériens, ce n'est pas l'opposition n'existe même pas. Vous savez, à force de faire comme ça, à force de lâcher leur voix, je ne vais pas être vulgaire, je vais dire leur voix comme cette Madame Hamlaoui, le régime va contre ses propres intentions. Et dans le domaine des résolutions des conflits, on appelle ça le second et le troisième ordre, l'effet du second et troisième ordre. Et ça, c'est une conséquence non voulue. À force de faire quelque chose, ils croient qu'ils sont en train de faire bien pour se protéger, mais ça va se retourner contre eux. Et quand vous entendez quelques personnes qui critiquent le régime maintenant, de temps en temps, y compris Sofiane Djilali ou d'autres, et même si Jamal Gussoum qui est sur le plateau. Moi, je pense que c'est des personnes qui ont certaines relations dans les cercles et qui leur disent « Allez-y, vous pouvez critiquer. Vous êtes autorisés à critiquer, on leur donne quelques limites. » Je le prends comme indicateur de ce qui se passe dans les sphères proches du pouvoir qui est en train, peut-être, et j'espère, en train de vivre ces dernières minutes. Il n'y a qu'à voir cette guerre intestinale suite aux arrestations des uns et des autres. Moi, j'ai honte pour cette institution militaire que je respecte beaucoup. J'ai honte parce que nous avons des
généraux de pacotille qui rentrent dans les prisons et qui sortent, comme les voyous des mafias qui rentrent et sortent de prison. C'est ce qui se passe. Le général actuel, je ne cite pas de nom parce que moi je ne les connais pas. Contrairement à Si Jamel, moi je n'ai aucune relation avec les généraux. Je ne connais pas de grosses patates en Algérie. Mais quand je vois l'actuel chef des services de sécurité interne, il avait passé 5 ans en prison pour des accusations très graves, détournement de fonds, détournement d'argent, trafic d'armes, trafic d'influence, collaboration avec l'ennemi. Il sort de prison et on le remet chef de la sécurité interne sans pour autant dire qu'il a été innocenté. Il n'y a jamais eu d'innocence déclarée, il n'y a jamais eu d'excuse de la justice algérienne. Ce qui se passe en Algérie, il est très 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 grave. C'est très 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 grave. Maintenant, la société civile, malheureusement, elle se retrouve prisonnière, prise en étau par ce régime violent et voyou. Donc les dires de cette dame, je n'ai même pas envie de les commenter parce que ces dires n'ont aucune valeur. Elle me rappelle d'ailleurs le rôle qui, d'ailleurs, il est où maintenant le rôle? Il est en prison. Vous savez, si un clan tombe, tous les safagas et tous les brosseurs de ce clan, ils vont partir en prison et puis il y aura un autre clan jusqu'à ce que le peuple prenne ses destinées en main. Est-ce que ça vous inquiète, monsieur Lello, juste en une minute avant de passer au deuxième sujet, parce qu'on parle des fuites. Il y a beaucoup d'Algériens, ils savent comme quoi on va limoger, on va nommer un responsable militaire avant même de l'annoncer officiellement. En ce moment, il y a des noms qui circulent sur le Facebook avec des noms qui disent comme quoi le grand responsable va être limogé dans les jours qui viennent. On parle d'autres responsables qui sont déjà en prison après les ont limogés, ça fait pas longtemps. Comment expliquer ces fuites? Pourtant, on est en train de vivre des moments difficiles. Il y a c'est vrai que l'Algérie vit dans un environnement géostratégique très très difficile et qu'il faut faire attention. Mais les fuites, ça montre une faiblesse quelque part, monsieur Lello. Et comment expliquer? On laisse ces fuites pareilles dans ces moments aussi difficiles. Moi, j'explique ces fuites par une guerre intestinale entre les différents courants d'influence au sein du régime. Le régime, il a rendu l'Algérie vulnérable. C'est pour ça que je disais au début, il n'y a pas besoin d'appeler à l'unité, même s'il y a unité du peuple. C'est comme vous avez un pneu et il y a un trou et vous essayez de colmater un trou alors qu'il y a d'autres trous qui sont ailleurs. Il faut carrément changer le pneu. Le pneu, il est inutilisable. Il est utilisable, il est caduc. Il faut la chambre à air, je parle de la chambre à air, il faut changer de chambre à air. C'est ce qui se passe dans le système algérien. C'est comme une chambre à air qui a plusieurs trous et on essaie de colmater un trou par-ci, par-là, des fuites. Et les fuites, quand vous voyez les fuites, ce qui est grave, ce sont des fuites qui ne viennent pas d'un seul côté. C'est-à-dire qu'il y a des fuites qui sont du côté d'un clan, de l'autre. Moi, le régime, c'est un régime tentaculaire qui a plusieurs têtes et elles sont en train de se taper les unes des autres. Est-ce que je suis inquiet? Dieu sait qu'on ne dort pas. Wallah, on ne dort pas. Wallah, on ne dort pas. Malheureusement, je suis arrivé à la fin de ce sujet. On doit passer à un deuxième sujet. On doit faire une petite pause de quelques minutes et on reviendra pour continuer les sujets. Restez avec nous.